Alors, mauvaise nouvelle, hein, c'est déjà la dernière session du programme geek de l'USI. Vous êtes censé... oh là, oh. Mais on va parler de Java. Ils suivent bien, hein. En fait, on va plutôt parler de l'avenir de Java, parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée de nouveaux langages qui viennent quand même pas mal bouleverser un écosystème largement dominé par Java, on pense chez Octo qu'il est temps de faire un point sur les technologies Java. Et pour parler de l'avenir de Java, on ne va pas le lire dans une boule de cristal. On a choisi de demander à 3 experts, 3 architectes seniors chez Octo, qui sont experts de la plateforme Java. Et donc, je vous demande d'accueillir Marc Bojoli, David Roussely et Benoît Lafontaine. Merci. Alors bonjour Marc, bonjour David. Bonjour. Je vous ai fait venir aujourd'hui donc pour nous parler de l'avenir de Java et surtout pour m'expliquer pourquoi dans mes projets tous mes développeurs me parlent de tout sauf de Java. Ils me parlent de Ruby, ils me parlent de Groovy, d'Erlang, d'Haskell. Enfin bref, c'est un bazar assez incommensurable. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Alors, ce que je veux pas, c'est voir ça, parce que ça, je le vois tous les jours dans mes projets. Des gens qui crient, qui disent Java c'est mieux, d'autres qui disent Ruby c'est mieux, et ça sort pas. Donc ça, je veux pas. Je veux pas non plus avoir un cours exhaustif sur ce que c'est. De toute façon, en 20 minutes, on n'aura sûrement pas le temps. Et je veux pas non plus avoir l'histoire de tous les langages, qui a commencé avant qui a eu une fonctionnalité avant l'autre. Donc, qu'est-ce que j'attends de vous, ça va être de m'expliquer, parmi toutes les fonctionnalités, lesquelles sont utiles pour mes projets, comment les utiliser de façon efficace. Et aussi, savoir si, dans ma DSI, il va falloir que je révolutionne tout, que je casse tout, et que je jette la plateforme Java. Alors, une de mes interrogations, c'est que j'ai quelques projets qui font beaucoup de traitements concurrentiels, et qui me parle beaucoup de Erlang, de Scala, de Haskell, comme d'habitude. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce serait mieux qu'en Java. Alors en fait, effectivement, aujourd'hui, les processeurs, ils n'augmentent plus en fréquence, ils augmentent en nombre de cœurs. Donc pour pouvoir exploiter ces capacités, va falloir paralléliser. Et paralléliser en Java, ça veut dire utiliser les threads. Mais les threads sont associés à douleur. Et c'est effectivement très difficile de programmer comme il faut avec des threads. Donc, on va prendre un exemple. Ici, on fait 2 threads qui s'exécutent en parallèle. Ils acquièrent des ressources qui peuvent être des fichiers, des variables. Les ressources, ils peuvent les acquérir de manière exclusive, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas autoriser un autre thread à y accéder. Et puis, on peut arriver à des choses comme ça où les threads attendent mutuellement que l'autre libère la ressource. Donc, ici, on a un deadlock. Sauf que dans la vraie vie, le deadlock, c'était pas juste ce qu'on a vu avant, il faut le trouver là-dedans en fait. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors il existe des approches alternatives aux threads. On va en parler d'une qui est les acteurs. Donc si on reprend notre exemple précédent, on a 2 acteurs ici qui s'exécutent en parallèle. Par contre, ils partagent plus de ressources. Ils ont chacun les leurs. Donc plus besoin de mettre des locks. Et ils dialoguent en s'envoyant des messages de façon asynchrone, c'est-à-dire qu'un acteur qui envoie un message, il n'attend pas une réponse tout de suite, il va continuer à traiter ces autres messages. Donc on ne bloque plus les acteurs et ils s'envoient des messages immuables, c'est-à-dire en lecture seule. Un thread ne pourra pas le modifier, donc plus besoin non plus on ne revient pas du partage de ressources. Alors, je comprends que les acteurs, ça va m'aider dans les traitements parallèles et concurrentiels, mais ça, j'ai un peu l'impression que je peux le faire en Java. Pourquoi est-ce qu'un autre langage, qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, on a la programmation fonctionnelle qui encourage à utiliser des messages immuables. Et c'est vrai qu'il s'applique bien pour utiliser les acteurs. Alors la programmation fonctionnelle, moi je ne sais pas ce que c'est. Donc qui est-ce qui peut m'expliquer rapidement ce que c'est et surtout qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors la programmation fonctionnelle, c'est une autre façon d'organiser son code, non plus en termes d'objets, mais en termes de fonctions qui vont prendre des paramètres immuables et ne retourner qu'un seul résultat, immuable et lui aussi. Et c'est en ce sens que ça s'accorde bien avec cette programmation concurrente par acteur, parce qu'on a
plus d'états partagés, pas d'effet de bord. Pour l'illustrer un peu, on va prendre un exemple de code simple, une liste, 1, 2, 3, que l'on veut multiplier par 2, puis dont on veut sommer les différents membres. En programmation objet, ça se traduit à peu près comme ça. On va avoir une méthode multiply qui va modifier l'état existant pour obtenir une nouvelle liste, puis on appelle une méthode sum qui va additionner les différents éléments. Le fait d'avoir modifié cet état, ça peut provoquer un effet de bord si le développeur n'en a pas conscience. Par exemple, s'il rappelle sur le même objet la même suite d'instructions, eh bien, il ne va pas obtenir le même résultat, ce qui n'est pas forcément ce qu'il souhaitait faire au départ. En programmation fonctionnelle, on va avoir une autre approche. On va écrire une fonction qui va prendre en argument la liste pour produire un autre message. Donc la première fonction qui va multiplier par 2. Et le résultat de cette fonction, on veut le passer à une seconde fonction qui va être chargée de faire l'addition. Chacune des fonctions n'a fait rien d'autre que de produire un résultat. Elle n'a pas modifié quelque chose de commun. Donc ça fait qu'on peut les appeler successivement sans se poser de questions, sans effet de bord. C'est donc plus facile à comprendre, à intellectualiser, donc à débugger. Et l'avantage supplémentaire, c'est que comme on n'a pas d'état modifiable partagé, ça s'accorde très bien avec cette programmation concurrente, cette notion d'acteur qu'on a pu vous présenter. Alors jusque-là, la programmation fonctionnelle, vous allez me dire, c'est finalement assez proche de la programmation procédurale. Un autre apport, une autre fonctionnalité de la programmation fonctionnelle qui peut vous être utile, c'est qu'elle apporte de nouveaux paradigmes pour encapsuler, pour avoir des fonctionnalités de plus haut niveau. Une fonctionnalité simple, une boucle pour réutiliser une boucle avec différentes actions en Java, en langage d'objet plus généralement. On a un design pattern, le patron de méthode, mais bon, il est assez complexe, il y a au moins 4 classes, on l'utilise dans des cas assez complexes uniquement. Et finalement, ce qu'on fait le plus souvent en Java, c'est que on va dupliquer la boucle dans les deux méthodes multiply et sum qu'on a pu vous présenter. En programmation fonctionnelle, on introduit le concept de closure ou fermeture. C'est en fait, il faut imaginer ça comme une fonction que l'on peut passer en paramètre à quelque chose qu'on appelle une fonction de haut niveau. Donc là, sur notre exemple, on va définir cette closure qui prend en argument et le multiplie par 2, le donner en argument à la fonction de haut niveau map, qui va donc, à partir de son argument d'entrée, la liste 1, 2, 3, faire la multiplication sur chacun de ces éléments. On obtient donc de cette façon-là une fonction, une fonctionnalité que l'on peut encore composer une fois en emboutissant une deuxième fonction de haut niveau reduce à laquelle on passe une autre closure qui va réaliser l'addition pour donc toujours réaliser notre petit exemple. Ce qu'il faut voir, c'est que là, l'exemple est simpliste. Dans la réalité, on va pouvoir très facilement remplacer ces closures par des choses plus avancées et assembler comme ça des fonctions d'une façon plus simple, plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, dans les mathématiques, donc plus facile à comprendre. Un dernier exemple, l'exemple de code pour vous montrer la différence également en termes de concision. On a mis l'exemple Java, donc un petit peu complet, ça fait tout de suite une douzaine de lignes de code. Dans le langage fonctionnel, on a pu, en une seule ligne, faire cet assemblage de la fonction map avec sa closure de multiplication et de la fonction reduce avec sa closure d'addition. Ça fait exactement la même chose ? Ça fait exactement la même chose. D'accord. Un dernier exemple en programmation fonctionnelle, un tout petit peu plus avancé. C'est la notion de reconnaissance de forme. On dirait un jeu enfantin. Dans certains langages d'objets, ça nécessite quand même certaines lignes de code. Dans les langages qui utilisent la programmation fonctionnelle, on a une fonctionnalité pour ça qui s'appelle le pattern matching que je vais vous présenter. C'est comme un switch case, mais amélioré. C'est la possibilité de rediriger vers différentes méthodes, différents codes, en fonction de l'objet qu'on va obtenir en entrée. En fonction de si l'objet d'entrée est un carré, un cercle, un triangle. On va aller un petit peu plus loin, on va pouvoir différencier les comportements si cet objet est un triangle qui a un argument parallélogramme dont la valeur est verte. Et on va enfin pouvoir lui dire que si cet objet a également un attribut losange, je voudrais tout de suite pouvoir passer en argument à la fonction qui va s'exécuter la valeur de cet attribut losange, ici marron. Alors on va finir avec la métaphore des figures.
On reprend un exemple plus concret. En programmation événementielle, typiquement dans une interface graphique, ce qu'on fait traditionnellement en Java, c'est qu'on va implémenter chacune des méthodes correspondant à tous les événements possibles. Donc, finalement, ça fait pas mal de code assez lourd, même si on peut avoir certains artifices pour le diminuer. Lorsqu'on a le pattern matching, on peut procéder autrement en disant je vais obtenir des réactions, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui peuvent se reproduire sur mon interface graphique, et je vais décréter que mon code va s'exécuter si je reconnais un objet de type button click. Je peux également filtrer pour que le bouton qui a été cliqué ait pour nom validate et passer cet objet bouton en argument à ma fonction qui ici fait une chose simple, elle imprime le texte, mais vous pouvez imaginer toutes les fonctionnalités métiers que vous voulez derrière. Alors, je t'arrête un petit peu parce que tu nous as présenté pas mal de choses assez complexes. Moi, ce que j'en retiens, parce que j'ai pas été dans le détail, c'est qu'on va faire des choses qui étaient très complexes en Java de façon beaucoup plus simple. C'est ça, c'est quelque chose de complémentaire à la programmation objet qui permet de réaliser certains paradigmes qui étaient complexes en langage objet de façon différente, plus simple, plus concise. Moins de lignes de code, moins de bugs, c'est ça. Alors, là, on a parlé de programmation fonctionnelle. La programmation dynamique, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est complètement différent? Alors non, la programmation dynamique, c'est encore autre chose. On a des langages comme Ruby ou Groovy qui implémentent ce type de langage, qui sont des langages dynamiques. Et le langage dynamique, sa première caractéristique, c'est de pouvoir modifier du code à l'exécution et même en ajouter en fait. Ici, on prend un exemple où on va chercher des clients dans une base et on veut les rechercher par nom et par date de naissance. Alors en Java, on va aller chercher une session, on va créer une requête, on va mettre les paramètres dans la requête et ensuite on exécute la requête. En langage dynamique, avec un framework qui exploite ce côté dynamique du langage, on va pouvoir juste dire client.findByName and birthday et par convention, en fait, le framework il sait ce qu'on recherche. Il sait qu'on fait une recherche de client par nom et date de naissance. Donc le développeur n'écrit que l'appel de méthode. Et à l'exécution, le framework va générer le code associé en fait, de créer la requête et l'exécuter. Par contre, effectivement, la contrepartie, c'est que la méthode, en fait, elle n'existe pas au moment où le développeur il l'écrit. Donc les outils du type IDE ou compilateur ne vont pas lui dire ou pouvoir l'aider dans son développement. Pas autant qu'en Java. Mais alors si le développeur, ok, il écrit moins de lignes de code, par contre il est moins aidé par son IDE, est-ce qu'il ne perd pas en productivité là? Alors, au niveau de la productivité, certes, on va devoir compenser, faire plus de tests unitaires parce qu'on n'a pas de compilateur pour vérifier les fautes de frappe. Mais en contrepartie, on va avoir des frameworks qui peuvent tirer parti de cette convention pour, là encore, réduire drastiquement la quantité de code qu'on a à écrire. Lorsqu'on a un code statique comme en Java, pour des fonctionnalités, on a très souvent besoin de faire beaucoup de câblage pour assembler différents composants qu'on a sur étagère. La caractéristique d'utiliser de la convention, c'est ce qu'on appelle le principe convention over configuration, permet de donner une façon d'assembler des composants beaucoup plus concise, intuitive à mettre en œuvre. On va prendre un exemple un petit peu plus concret. Pour sécuriser un site web avec un login, on va avoir des frameworks très utiles en Java comme Spring Security, mais pour assembler ces différentes briques qui nous sont fournies, on doit écrire un certain nombre de lignes de XML qu'on a réparties dans des fichiers pour s'en sortir, ce qui fait quand même pas mal de choses à écrire. L'approche avec un langage dynamique et un framework adapté, par exemple Ruby on Rails, qui a mis en exergue le langage dynamique Groovy, va procéder différemment. On va utiliser ce qu'on appelle un plugin, donc un bout de code fourni sur étagère. Et donc, on va simplement déclarer que dans la classe utilisateur qui doit servir à protéger mon site, j'ai besoin d'utiliser ce plugin, ici il s'appelle devise, et je vais lui passer par convention la liste des fonctionnalités que je veux utiliser. À partir de ce moment-là, grâce à la capacité dynamique du langage, à l'exécution, cela va rajouter dans ma classe les attributs correspondants, login, password typiquement, rajouter le lien avec les pages web qui sont créées par le framework devise en question. Et par cette seule ligne de code, on a pu assembler dans mon application le fait de la sécuriser. Merci.
Donc je commence à comprendre mieux pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser ces langages-là. Mais alors dans ce cas-là, j'ai l'impression que Java est mort, quoi. Non, alors Java, faut différencier le langage, la plateforme et sa communauté en fait. C'est trois choses différentes. Ce qu'on dit, c'est que le langage Java, effectivement, il évolue plus lentement et s'est fait un peu dépasser par d'autres qui proposent des fonctionnalités intéressantes. Par contre, en fait, il est possible de réutiliser la JVM, qui est l'une des machines virtuelles les plus stables et les plus performantes du marché aujourd'hui. Les équipes d'exploitation elles savent monitorer la JVM. Pareil, la communauté Java, il y a des frameworks matures qu'on peut aussi réutiliser en changeant de langage seulement. Donc profiter des nouvelles fonctionnalités de ces langages tout en réutilisant en fait tout ce qu'on avait autour de la JVM et des frameworks Java en fait. Donc mon framework d'entreprise que j'ai fait, j'ai mis 5 ans de développement dessus, je pourrais le réutiliser avec ces langages. Exactement. Alors je peux utiliser n'importe quel langage, ils sont tous matures, tous compatibles? Alors non, il y a plein de langages qui sont portés sur la JVM, mais ils ne sont pas tous au même niveau. Il y en a certains qui sont matures, qu'on peut utiliser en production aujourd'hui. Alors lesquels? Je pense à Scala ou Groovy. Ils ont été faits pour la JVM, ils ont des bonnes performances et ils marchent bien avec les JVM. Il y en a d'autres qui sont plus à l'état expérimental. Donc là, on va attendre, voir ce que ça donne. Mais en attendant, Haskell et Erlang, par exemple, c'est un exemple. Oui. de framework De langage un peu plus expérimentaux sur la JVM. D'accord. Alors, ok, je garde ma JVM, je vais pouvoir rassurer mes exploitants qui vont pas devoir tout changer. Et par contre, le langage lui-même, c'est fini, quoi. Alors non, on ne peut pas dire que le langage Java est mort. Pour résumer, dans ce slide, on a dit qu'il était en retard. On a une version de Java 7 que l'on attend, que la communauté Java attend depuis très longtemps, qui en fait apporte dans la liste des fonctionnalités proposées les différents paradigmes qu'on a pu vous évoquer précédemment. On a dans la liste des fonctionnalités pour Java 7 de la programmation concurrente. Ce n'est pas le pattern par acteur, mais c'est quelque chose qui poursuit le même objectif. On a l'introduction des clausures pour diminuer pour simplifier l'écriture de code dans ces cas particuliers. Et on a la possibilité de faire des invocations dynamiques. Donc, on va bien dans cette direction d'évolution du langage, même sur le langage Java. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas la JSR, ce qui finalise, qui fige ce que sera la future version de Java 7. On a des versions bêta, donc Java n'est pas encore là. Il va dans la même direction que ces langages, mais il n'est pas encore là. Et les frameworks Java, surtout, ne sont pas encore adaptés pour tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités. Par ailleurs, quand Java 7 arrivera, si on regarde la liste des spécifications prévues pour Java 7, en termes de fonctionnalité, il ira beaucoup moins loin que ce qu'on a pu vous présenter avec des langages spécialisés. Je parle par exemple en fonctionnel. Les exemples qu'on vous a présentés sont plutôt faits avec des langages comme Haskell, Scala ou Clojure. Java 7, même s'il introduit la notion de fermeture, de closure, n'aura pas toutes les fonctionnalités qu'on a pu vous présenter. Je pense par exemple au pattern matching. Merci. Alors, si j'essaye de synthétiser et d'essayer de mettre en exergue tout ce que vous m'avez dit demain dans ma DSI, alors premier point, je vais conserver quand même ma plateforme, ma JVM, et mes exploitants seront assez contents là-dessus. Je vais essayer de demander à mes équipes d'apprendre les concepts de closure pour se rapprocher de la programmation fonctionnelle. Et pour les équipes qui utilisent grandement la programmation concurrentielle, je leur demandais de regarder la programmation concurrente par acteur, même en Java. Voilà. Donc voilà. Donc comme tu l'as dit, les acteurs pour les programmes qui ont besoin d'être parallélisés, qui ont beaucoup de traitements, tu peux commencer à regarder en Scala par exemple, pour résoudre tes problèmes de concurrence. Et un autre use case qui serait intéressant, si vraiment j'ai envie d'utiliser ces langages sur la JVM, donc là tu m'as présenté un premier use case, d'autres use cases comme ça? Pour des projets web simples de type CRUD, tu as Ruby on Rails en Ruby ou Grails en Groovy qui te permettent d'aller très très vite pour développer ce type de projet. Un dernier exemple, c'est pour écrire des langages métiers spécialisés.
pour exprimer des règles métiers, tu peux utiliser Groovy et Scala qui sont des bons candidats pour ce type d'approche en fait. D'accord. Bah, je vous remercie. Merci. On va avoir le temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas. Dites les questions très fort, il les répétera pour enregistrer. On a vu qu'effectivement on avait gardé la JVM, on voit dans le dernier slide que chaque langage tend vers un usage assez spécifique. Est-ce que si j'ai plusieurs de ces usages dans mon projet, je peux mixer, je peux me spécialiser sur un seul langage? Alors, je reformule la question. Est-ce qu'on peut mixer différents langages qui tournent sur la JVM au sein d'un même projet? Oui, il n'y a aucun problème pour mélanger les langages. Ils peuvent collaborer ensemble. Java étant le langage un peu central de tout ça. Et en fait, oui, il est envisageable d'en utiliser un pour un usage très particulier. On pense, il y a pour, par exemple, écrire des tests. En fait, en Java, on a certaines limitations. Je pense au BDD. Il y a des frameworks qui se sont faits en Scala et Groovy, je crois, et c'est tout de suite beaucoup plus expressif d'écrire des tests. Donc c'est un bon use case qui peut s'appliquer très rapidement. Après, moi, le désavantage que je vois d'utiliser beaucoup de technologies, c'est que moi, dans mon équipe, ils doivent être 10. Si chacun doit apprendre un nouveau langage, il y a une perte de connaissances et ça va commencer à devenir un peu l'anarchie. Alors, il y a des langages comme Scala qui mélangent un peu tout, en fait. On peut faire des acteurs, on peut faire du fonctionnel et on peut faire de l'objet, en fait. Donc, peut-être que c'est un bon compromis pour arriver à tout faire, en fait. Et pour compléter, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas de langage qui, en termes de communauté, est en passe de devancer Java, ce qui tendrait vers utiliser un seul type de langage qui saurait tout faire. Ce qui fait que pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités disponibles, on a cette possibilité de mixer sur la même plateforme différents langages, avec cette limitation des différentes compétences à mixer dans l'équipe. Une autre question peut-être? C'est dans la continuité de la question d'Olivier, en fait, sur le mixage de langage. Est-ce que des objets spécifiques à un langage, comme une closure par exemple, peuvent se trimballer d'un runtime à l'autre? J'imagine que c'est beaucoup plus compliqué tout de suite. Oui, c'est possible. En fait, par exemple, Scala, on peut faire des closures et on peut travailler avec on peut exposer une API qui sera attaquée en Java. Par contre, si on est client de cette API en Java, on va devoir construire tout un tas d'objets pour matcher le concept de closure en fait. Et là, oui, effectivement, ça devient difficile. Passer une closure de Scala vers Groovy, par exemple. En fait, c'est au point de vue des concepts où on va commencer à avoir un problème, c'est-à-dire que techniquement, comme on se transforme en bytecode, on va arriver à repartir sur quelque chose qui sera techniquement faisable, mais conceptuellement, lorsque l'objet Java va arriver une closure, il faudra que lui l'interprète comme quelque chose qui existe en Java, probablement comme une classe interne ou quelque chose comme ça, ce qui va juste compliquer l'affaire. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est si on a une API à faire entre différents langages, il faut malheureusement se mettre sur le plus petit dénominateur commun pour que le passage d'objets se fasse bien. Ce qui se fait aussi, c'est des wrappers où on va juste faire une petite couche pour donner des concepts plus haut niveau pour un langage qui permet de le faire, à partir d'une API qui est un peu plus bas niveau et plus simple en fait. Dernière question peut-être? Oui. Les langages fonctionnels existent depuis très longtemps. Le Lisp, par exemple, ça date pas d'hier. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui il serait mieux adapté, puisque dans le passé il a été abandonné pour diverses raisons, en particulier le typage faible et des problèmes de productivité. Enfin, ça nécessite quand même des compétences pointues pour maîtriser ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça marcherait mieux? Alors je dirais que
il y a eu différentes évolutions, différentes choses qu'on a appris. Tout d'abord, au niveau du typage faible, maintenant on a des langages fonctionnels qui sont capables d'avoir du typage fort. Haskell, il y a eu beaucoup de travail de recherche dessus qui a arrivé à un langage fonctionnel avec du typage fort. Scala, sur la JVM, est fortement typé, au moins autant que Java, et implique ces concepts fonctionnels. Sur la deuxième partie de vos questions, au niveau des compétences, il faut effectivement différencier deux choses. Je pense qu'il y a l'utilisation des clausures en tant qu'utilisateur d'une API qui propose ce genre de choses est aujourd'hui suffisamment compris pour donner des choses qui sont assez intuitives. L'utilisation de tous les concepts fonctionnels, y compris les plus avancés qui étaient auparavant tous disponibles dans des langages comme Lisp, là effectivement requiert des compétences très pointues et ce n'est pas forcément ce qu'on va utiliser en priorité. Je pense que ce qui va faire avancer et progresser le nombre de personnes qui vont utiliser le langage fonctionnel, c'est plutôt des gens qui vont écrire des API, des gens qui auront la compétence pointue pour comprendre le sens du fonctionnel, écrire des API qui, pour le développeur utilisateur, sera intuitif parce que ça ressemblera à des compositions de fonctions mathématiques ou à quelque chose qui n'est pas très loin du SQL en termes de conception, sans qu'il ait besoin de rentrer dans les détails sous-jacents de ce qui fait que ça marche et que c'est fondamentalement solide au niveau fonctionnel. Merci à tous et merci à nos speakers. Merci.